Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'exil. Victor Segré. L'exil. Mes années en Israël. Nous sommes conscients que quelques scories subsistent dans cet ouvrage. Étant donné l'utilité du contenu, nous prenons le risque de l'éditer ainsi et comptons sur votre compréhension. Copyright L'Harmattan 2010. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. Fabrication numérique, Socprest 2012. Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 13 354 9. EAN 9 782 296 133 549. AAV. Préface. Ce livre n'est pas un roman et pourtant il se lit comme un roman. Sans doute parce qu'en définitive c'est bien celui d'une vie ou plutôt d'un moment, d'une séquence, d'un fragment de vie. Pas n'importe laquelle, ni n'importe quand. Celle d'un jeune communiste juif originaire d'Égypte où il s'est engagé avec tant d'autres, dans un combat politique en faveur des pauvres et du rêve d'un monde meilleur. Arrêté par les autorités égyptiennes, il doit se résoudre à l'exil. Après un court séjour en Italie, il choisit Israël où il arrive en 1949. C'est là que cet ouvrage commence à. Il y a quelque chose de touchant, de fort, d'émouvant dans ce récit d'un homme ancré dans ses convictions, ses croyances, ses idéaux. On serait presque tenté de dire sa foi. Cette foi laïque, celle que l'idéal communiste pouvait insuffler aux jeunes dans les années 50. Un temps où le communisme tel qu'on l'imaginait pouvait être encore une forme d'humanisme, avant qu'on ne comprenne qu'il avait longtemps déjà sombré dans la tragédie classique du pouvoir, de la domination et de la violence d'État. Mais ce récit de vie va encore plus loin car il se déroule à un moment charnière de l'histoire du Proche-Orient avec la Nakba, les premières années d'Israël, la montée en puissance de l'arabisme et bien entendu, les débuts de la guerre froide. C'est donc, au travers d'une trajectoire personnelle, tout un pan de l'histoire de cette région qui défile ainsi en toute subjectivité, c'est-à-dire dans l'intimité d'un personnage attachant et courageux qui, au nom de son idéal, essaie de se frayer un chemin dans l'épaisseur sociale d'un monde dur, hostile et bien éloigné de ce à quoi il croit. Rien n'est facile pour ces hommes et ces femmes qui débarquent ainsi en 1949 à Haïfa. Les premiers contacts sont éprouvants. L'accueil est tout sauf cordial. Les premiers contacts sont banalement bureaucratiques. Il faut répondre à des interrogatoires, se soumettre à des formalités douanières, subir l'inévitable mise en quarantaine avant de se retrouver dans un camp de transit froid et impersonnel. Notre contact avec la direction du camp ne se faisait que par l'entremise des haut-parleurs. Une interminable étape qui permet d'attendre le moment où l'on pourra faire le saut difficile vers une incertaine insertion sociale. En espérant que le parti, peut-être, pourra y aider. Et c'est là qu'on voit aussitôt le poids des déterminismes sociaux et culturels. Il est juif dans un État juif, donc a priori tout devrait devenir plus simple. Mais c'est tout le contraire. Juif certes mais d'Égypte. Donc méprisé par les Ashkénazes. Et communiste, donc rejeté par la droite, violemment, mais aussi par la gauche travailliste alors au pouvoir. La grande organisation syndicale qui règne sur le marché de l'emploi, la Histadrous, n'aime pas les communistes. Alors il sera encore plus difficile de trouver un travail. N'importe lequel est dans un pays en construction, ce sera dans le bâtiment avec toutes ses dimensions, à commencer par la plus rudimentaire, casser des pierres. Mais pour Victor Segré, ce n'est pas déchoir que de casser des cailloux. Bien au contraire. Cela le remplit de fierté et même de joie. Enfin il appartient à la classe ouvrière. Et d'ailleurs, même si le tableau est sombre et la vie pénible, la force et l'envie de vivre et de convaincre paraissent bien plus fortes. Surtout quand on peut partager son existence avec les camarades, et il y en a quelques-uns. Des solides qui s'imposent, des paumés qui pataugent et des malins qui composent. Et puis, il y a les femmes qui l'évoquent avec pudeur et réserve jusqu'au moment où il se lâche dans une belle description d'une nuit d'amour, intense et sensuelle,
qui fut peut-être la première depuis bien longtemps. Mais qui sera aussi la seule avec Myriam puisqu'au petit matin, elle le quitte à jamais. Alors la vie continue. Avec d'autres rencontres, en attendant Ava avec laquelle il se marie le 14 octobre 1952 et à qui ce livre est dédié. Et en arrière-plan du quotidien de ce jeune homme en quête de son destin, c'est toutes les pulsations, les convulsions et les contradictions de cette région à cette époque qui apparaissent au loin comme dans un décor de théâtre. Et d'abord le rapport à l'autre, celui qui revendique cette terre parce qu'il vient d'en être chassé. Dans cet Israël des années 50, on ne le désigne pas pour ce qu'il est, on ne parle jamais des Palestiniens mais toujours des Arabes. Car les Arabes ont déjà leurs États et leurs territoires, et donc assez d'espace pour en laisser à ce jeune État juif. Si cet autre était nommé pour ce qu'il est, un Palestinien dont les racines plongent dans sa terre de Palestine, on donnerait un sens à son combat et à sa résistance. Ce serait le reconnaître et légitimer les raisons de sa révolte, alors que tout doit être fait au contraire pour nier son existence et l'effacer de l'histoire. Tout, y compris tuer ceux qui parmi eux cherchent à revenir sur leur terre, comme dans cette scène hallucinante où les membres du kibboutz auquel il appartient sont réquisitionnés par l'armée pour partir toute une journée en camion faire la chasse aux infiltrés. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que cette fois-là, ce n'était qu'une mise en scène, une façon de les conditionner à la lutte contre les Arabes, car dans le village palestinien détruit il n'y avait plus que des chats, et les militaires le savaient lorsqu'ils leur ont donné l'ordre de tirer sur tout ce qui bougeait. En arrière-plan aussi, le panarabisme avec la figure de Nasser que l'expédition de Suez était censée abattre et qui en ressort plus populaire que jamais au lendemain de sa victoire contre les puissances impérialistes. Plus populaire dans le monde arabe et donc aussi chez les Palestiniens, qui vont longtemps croire que le leader égyptien est sincère lorsqu'il harangue les foules au nom de la libération de la Palestine. Mais le plus fascinant peut-être de cette histoire captée par la sensibilité de ce jeune communiste, est sa relation à l'Union soviétique et à ce qu'elle représente. Ni le débat suscité par les révélations du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en février 1956, ni la répression de l'insurrection de Budapest en octobre de la même année ne semblent suffire à ébranler durablement ce à quoi il croit. Même si les faits sont là dans toute leur brutalité, on sent bien qu'il ne peut se résoudre à renier l'essentiel enraciné dans cette conviction profonde qu'un autre monde est possible. Il faut donc continuer à militer, à s'engager et à prendre des risques. On l'aura compris, le lecteur est plongé dans une autre époque, dans un autre monde, un autre univers où on se battait pour ses idées et où par conséquent tout faisait sens. Belle leçon de vie qui se termine avec la rencontre de la femme qui le conduira à Budapest, où l'auteur vit aujourd'hui. Jean-Paul Chagnolot. Passage à Brindisi. En route vers Israël. L'Hesperia pousse un ronflement strident et commence son entrée au port de Brindisi. Sur le pont, une foule de plusieurs centaines d'émigrants juifs égyptiens remplis d'allégresse. Ils applaudissent. Je suis noyé et perdu au milieu de tous ces gens qui, enthousiasmés et fous de joie, s'embrassent les uns les autres. Je suis à mon tour soulevé par quelqu'un plein d'entrain, et me sens emporté par cette foule délirante. Dans une course folle, les gens accouraient de toutes parts pour récupérer leurs bagages en poussant des cris de joie chaque fois qu'ils en trouvaient un. Comme j'avais facilement trouvé ma maigre valise couverte d'une couverture et que ma mère avait soigneusement attachée, car en Europe il fait froid mon petit, pas comme ici. Je descendis du bateau après avoir montré ma feuille de route au garde-frontière italien. Sur le quai, des bus nous attendaient pour nous emmener dans un camp. J'avais l'impression que ma vie se limitait à vivre dans des camps. D'un pays à l'autre. D'un continent à l'autre. C'était un ancien camp de la marine militaire italienne, non loin de la ville, entouré d'un bois de pin et composé de plusieurs pavillons immenses pouvant contenir une centaine de lits chacun. Nous fûmes répartis dans les pavillons à tour de rôle, selon une liste qu'un employé du bureau de la Sochnut, l'agence juive pour Israël, nous lisait à haute voix et avec un accent étrange. Je me trouvais ainsi au milieu de gens que je ne connaissais pas, des inconnus pour moi qui apparemment se connaissaient entre eux, ce qui fait que toutes sortes de dialogues s'effectuaient de part et d'autre de mon lit de fortune. Les valises et bagages étaient placés au sol sous les lits, et pour changer de vêtements, il fallait donc continuellement placer les bagages sur le lit. Par manque de place, ils utilisaient mon lit aussi.
Afin d'oublier cris, désordre et odeurs désagréables, je passais mon temps dans la cour du camp au milieu des bois où je me ravissais de l'air rafraîchissant qui soufflait des arbres. Du haut-parleur et dans un anglais pitoyable, on nous demanda de nous rendre au bureau du camp et de faire la queue. On devait nous informer des règles de notre vie dans le camp, des repas, des latrines, du maintien de la propreté, de l'hygiène et surtout de l'interdiction de sortir du camp. Le grand portail métallique du camp serait toujours fermé, et la clé ne serait qu'avec le gardien qui avait ordre de nous interdire toute sortie. Nous étions une 50aine à faire la queue. Un employé du bureau sort et avec un regard nerveux, demande dans un mauvais anglais. Où sont les autres? Pourquoi ne sont-ils pas venus? Nous ne savons quoi répondre. L'employé nous regarde comme s'il attendait une explication. Finalement, je me décide. La plupart ne parlent pas l'anglais. Je vois que vous parlez bien cette langue. Je ne lui réponds pas. Il me regarde toujours et ensuite me demande. Vous parlez aussi l'arabe comme eux? Oui. Il me fait signe d'entrer dans le bureau. Vous ne voulez pas nous aider? Nous ne parlons pas l'arabe et eux ne parlent pas l'anglais. Nous avons besoin d'un interprète, vous comprenez? Oui, mais c'est aussi dans votre intérêt, autrement, il y aura une grande pagaille avec les règlements. Et puis notre anglais est, comment dire? Vous parlez l'anglais très mal et avec un fort accent yiddish. Personne ne vous comprendra. Nous le savons. Alors, vous nous aidez? Une fois ou deux peut-être mais pas. Nous nous mettrons d'accord et puis nous pourrons vous payer, mais pas avec de l'argent. Pas avec de l'argent? C'était la question qui m'intéressait le plus, étant presque sans le sou. En cigarettes, oui. Vous fumez? Nous pourrons vous donner 1 ou 2 cartons de cigarettes par semaine. Cigarettes? Je me lance dessus. Je savais déjà que les cigarettes valaient beaucoup plus que l'argent, et surtout les cigarettes américaines qui provenaient sûrement de la joint américaine. Bien. J'accepte les cigarettes, mais il faudra m'arranger quelque chose de plus convenable que le pavillon pour mon logement. Pas de problème. Il y a une petite chambre à l'entrée du pavillon. Vous pouvez vous installer dans cette chambre. Mais il n'y a pas de toilette. Ça sera les latrines comme les autres. Très bien, d'accord. Mieux que rien. Enfin une chambre à moi. Il me met dans la main le haut-parleur et me demande d'appeler les gens à venir. Je le fais en français et en arabe, et je leur traduis les règlements. Surtout, il est absolument interdit par les autorités de changer vos devises en lire italienne au marché noir. Absolument interdit. Les jours passent et nous sommes toujours sans aucune nouvelle de notre départ pour Israël. Les émigrants étaient impatients, et pour cause car ils voulaient déjà partir. En fait, demeurer en Italie était pour eux du temps perdu. En plus, ils dépensaient leurs maigres économies en achats de cigarettes et d'alcool, tandis qu'en Israël, ils pourraient travailler et bien gagner leur vie. C'était d'ailleurs ce que le Chalia, l'envoyé sioniste, leur avait promis. Le mécontentement parmi les gens ne cessait d'augmenter, d'autant plus qu'ils étaient entièrement insatisfaits de la nourriture qui leur était servie. Ce mécontentement commença à prendre une allure de manifestation près du réfectoire. Ils me demandèrent d'intervenir auprès des employés du bureau, auprès de ces gens de la Sochnut. Puis ils me demandèrent de prendre la tête de ces manifestations. Les employés de la Sochnut m'informèrent que la cuisine était de la responsabilité du fournisseur, et que c'était à nous de lui faire des réclamations ou de manifester comme nous le voulions. Ce n'était nullement leur affaire. Les manifestations contre le fournisseur prirent une telle ampleur que finalement elles attirèrent l'attention de la presse, et qu'un correspondant du journal communiste italien UNITA vint pour écrire un article sur les conditions de la cuisine. Dans cet article, je figurais comme le porte-parole des manifestants qui m'acclamaient chaque fois que je prenais la parole, puisque j'étais le seul à savoir parler l'anglais ou bien le français. Je devins tellement célèbre dans le camp, qu'un groupe de jeunes m'approcha. Nous t'avons vu menottes aux mains à notre départ d'Alexandrie. Vraiment? Nous avons eu peur de t'approcher. Nous ne savions rien de toi, pourquoi tu as été arrêté. Enfin tu comprends? Et maintenant, vous voulez savoir pourquoi j'ai été arrêté. C'est ça?
Nous voulons nous joindre à toi, être avec toi. Nous voulons savoir. Que tu nous expliques le pourquoi de ces arrestations, pourquoi ils t'ont arrêté, ce qui s'est passé. Nous ne savons rien. Ça sera un peu long à vous expliquer, ce que vous demandez. Il faudra trouver un endroit tranquille où nous pourrons nous asseoir sans être dérangés. Un jeune gars de mon âge me prend par le bras et me confie. Écoute, tu es un dur, toi, mais nous allons souvent en ville en cachette. Nous escaladons le portail, et sortons du camp autant que nous voulons. Le gardien reçoit 1 ou 2 cigarettes chaque fois pour se taire. Puis tu sais, la ville n'est pas si loin, 2 kilomètres au plus. Ce n'est rien. Assis sur des rochers bordant la mer, je commençais l'éducation politique de ces jeunes que je venais à peine de connaître. Nous discutions des causes des guerres, des crises économiques, de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la misère des peuples tels que celle du peuple égyptien et puis également de notre arrestation. Une bonne amitié se forgea entre nous, de sorte que lorsque je fus contacté par la Federterra, la Fédération de la Terra, le syndicat des paysans à tendance communiste, dont le président s'appelait Spinoza, il nous invitait souvent aux réunions des jeunes et nous demandait de parler de notre expérience, de notre lutte en Égypte, de notre organisation, du mouvement démocratique de libération nationale, le MDLN, également appelé ADETO. Des excursions en commun étaient organisées et ainsi, des liens de camaraderie et d'amitié se forgèrent entre nous. J'étais devenu le chef incontesté de ce nouveau petit groupe. Un garçon de course me fait savoir qu'on me demande d'urgence au bureau. Le responsable de la Sochnut veut une liste de tous ceux qui sont de la secte juive karaïte. Je devrais demander à chacun s'il est ou non karaïte. Dans quel but, le garçon ne le savait pas. Sûrement question de statistiques. Je m'étonnais de cette étonnante statistique portant sur les quelques centaines d'émigrants qui se trouvaient dans ce camp. Ce n'était pas du tout logique. Plus tard, nous sûmes que le permis d'émigrer en Israël leur avait été supprimé, ou bien que les autorités avaient l'intention de le supprimer. Le scandale fut immense, car nombre d'émigrants qui avaient été convaincus d'émigrer par le charia étaient karaïtes. En outre, nous entretenions tous, karaïtes et non karaïtes, des relations normales, souvent amicales. Je trouvais cette question de statistique assez étrange et drôle. Je fis part de cette question à mes jeunes amis. Ils étaient tout aussi étonnés que moi. L'un d'eux, Roger Lévy, fut le premier à faire part de son incrédulité. Il doit y avoir une raison. J'ai le sentiment que la question est très désagréable. C'est révoltant. De quel genre de statistiques parle-t-il ? Marie était la plus audacieuse. Sa voix généralement douce était maintenant révoltée. Nous devons faire quelque chose. C'est scandaleux. Il faut évoquer la question avec ton ami Spinoza. Tu es d'accord ? Oui. Allons tous ensemble le chercher et lui demander son avis. Bonne idée, Spinoza a de l'expérience. Il saura nous conseiller. Je pose donc la question à Spinoza. Laisse-moi réfléchir, je te ferai savoir demain ce que je pense. Je voudrais parler de cette question avec mes amis. Le lendemain, le portier me dit qu'il y a un monsieur qui m'attend près du portail et qui me demande, un inconnu bien habillé. Le camarade Spinoza m'a demandé de t'approcher. Il semble que vous ayez un problème. Je suppose que vous êtes venu au sujet des karaïtes ? Je crois que oui. De quoi s'agit-il ? Je ne suis pas très versé dans cette question. Il faudra que tu m'expliques. En quelques mots, je le mets au courant. Donc si je comprends bien, les Karaites sont une secte de juifs, mais juifs tout de même, c'est ça ? Absolument. C'est sûr, n'est-ce pas ? Absolument sûr. Dans ce cas, cela frise la discrimination raciale. 2 jours plus tard, un long article apparaît dans le journal communiste UNITA, se référant à moi et accusant les autorités israéliennes de vouloir discriminer les Karaïtes, qui risquent en outre de demeurer en Italie comme réfugiés, n'ayant nulle part où se rendre. Cet article provoque un grand scandale auprès des représentants de la Sochnut en Italie. Un couple du centre arrive de Rome. Ils m'interrogent, étudient ma feuille de route, prennent des notes et le bureau m'informe qu'ils n'ont plus besoin de mes services. Mais l'important, c'est qu'ils ne veulent plus de la liste des Karaïtes non plus. Dans le camp, les émigrants me félicitaient, me tapaient dans le dos.
J'étais devenu populaire, un héros. Les jours et les semaines passent et toujours aucune nouvelle de la date de notre départ pour Israël. Les gens sont de plus en plus mécontents et rouspètent à voix haute. Leur long séjour à Brindisi ne fait qu'épuiser les fonds qu'ils avaient apportés avec eux pour tenir le coup, jusqu'au moment où ils trouveraient en Israël une occupation quelconque, un travail. C'était toute la fortune qu'ils possédaient. Le garçon de course du bureau vient me chercher. Ils ont besoin de moi. J'annonce du haut-parleur que le lendemain nous entamons le voyage par mer pour Israël. À cette annonce, des hurrahs et de forts applaudissements se firent entendre à travers le camp. Les hommes couraient de tous côtés pour faire leurs valises et bagages dans un vacarme assourdissant. Je fais mes adieux à mon frère, à sa femme et à ma sœur. Mon frère essaie de me dissuader de partir pour Israël. Je maintiens mon point de vue. Je veux continuer à militer. Je vais joindre le Parti communiste dans ce pays. En France, je ne pourrais qu'être à l'ombre des événements, étant sans nationalité. Apatride. C'était le résultat d'une longue conversation que j'avais eue avec Henri Curiel, avant mon départ. En Israël, Juifs et Arabes réunis lutteront pour un monde meilleur et qui sait, pourront peut-être venir en aide aux camarades en Égypte. C'était l'avis de Henri. La séparation fut pénible, nous nous embrassâmes longuement, nous nous serrâmes très fort comme pour ne pas nous séparer. Mon frère Albert et moi sanglotions à chaudes larmes sans pouvoir nous arrêter. Qui sait quand nous pourrions nous revoir? Le matin, nous embarquâmes sur des autobus et fûmes emmenés au port de Bari où un semblant de bateau, le Haaretz, nous attendait. C'était un très vieux petit bateau de 5000 tonnes, un amas de ferraille rouillée qui était resté inutilisé et oublié pendant des dizaines d'années. Il disposait néanmoins de cabines de 2 lits ou davantage. La salle à manger se trouvait tout près de la cale des moteurs, c'est-à-dire au niveau de la mer. 3 matelots nous servaient les repas, nettoyaient la salle et en plus lavaient la vaisselle. Ils ne tenaient pas le coup. Nous étions après tout plusieurs centaines d'émigrants. Je consulte le groupe de jeunes et nous tombons d'accord. Nous décidons de venir en aide à ces malheureux matelots. Ils sont heureux de notre proposition. Ils partagent le travail et ensemble nous faisons le nettoyage, servons les repas, lavons la vaisselle et tout le reste. Tandis que le Haaretz brinque-ballant faisait sa route vers le port de Haïfa, vers la Terre Sainte, les émigrants passaient leur temps à discuter et échanger leurs opinions sur les possibilités de travailler ou bien de monter des petits commerces. En Israël, nous serons chez nous, finalement. Nous allons montrer à ces sales Arabes de quoi nous sommes capables. C'était le genre de phrase que l'on entendait couramment à mesure que le bateau s'approchait du port de Haïfa. Il y avait aussi des phrases telles que « Israël n'est pas l'Égypte, il n'y a pas des boukra filmichmich. » Et oui, ce n'est pas le pays du bakchiche, ici nous avons conquis le désert. Ils verront ces va-nu-pieds qui nous sommes. Ah! Les émigrants étaient dans une euphorie proche de l'hallucination, une folie joyeuse qui s'était emparée d'eux. Doucement, le bateau s'approche du port de Haïfa. Nous sommes déjà vendredi après-midi. Nous ne pourrons débarquer que samedi soir, ou bien dimanche dans la matinée. Le vendredi soir et le samedi étaient bien les jours où les Juifs ne travaillent pas. C'était le Shabbat, le samedi, le Shab, comme je l'ai souvent entendu dire dans ce pays. La nuit tombait vite. Nous étions déjà à la mi-décembre. Au fur et à mesure que le soir tombait, les lampes et lampadaires de la ville s'allumaient les uns après les autres. Soudain, je fus témoin d'une vue féerique. Toute une ville, du port jusqu'au mont Carmel, tout était illuminé. C'était comme si cette ville avait revêtu un manteau de diamants éblouissants perçant la nappe noire de la nuit. J'eus le souffle coupé en regardant cette illumination, comme si un metteur en scène avait déclenché l'éclairage d'une scène théâtrale. On pouvait voir au loin les lumières des lampadaires des villages voisins, qui formaient une ceinture lumineuse autour de cette ville. Le samedi après-midi, je suis réveillé de mon rêve par un de mes jeunes amis. « Tu n'as pas entendu ? On te cherchait partout. » « On me cherchait ? Qui ça ? » ?»« Il y a un journaliste qui te cherche. »« Un journaliste ? Je ne comprends pas. » Juste à ce moment, un monsieur d'une 50aine d'années s'approcha. « C'est toi, Haïm ? » ?»« Oui. Je suis du journal Kaouel Aham. »« Lequel journal ?
Le journal du Parti communiste. Ça devenait intéressant. Le parti avait déjà entendu parler de mes activités en Italie. J'étais content. Je me sentais devenir quelqu'un. Après tout, un parti pouvait suivre les événements attentivement. Pas comme une organisation clandestine telle que nous l'étions en Égypte. Ici, le parti disposait de plus de possibilités de toute une organisation. À vrai dire, je me sentais fier de cette entrée dans ce pays. Déjà un journaliste voulait me rencontrer. Nous avons entendu parler de tes activités communistes en Italie. Ça devait être intéressant. Peux-tu me parler un peu de tout cela? Il y a eu d'abord les manifestations contre le fournisseur, à cause de la nourriture. Pourquoi? La nourriture n'était pas convenable. Non, absolument pas. Souvent des demi-portions, des légumes mal cuisinés, etc., les gens rouspétaient. Ils rouspétaient, je vois. Mais il y avait d'autres manifestations organisées, avec les communistes italiens? Non, les Italiens n'avaient rien à voir avec nos manifestations. Seulement le journal L'Unità, tu sais, le journal communiste, a écrit un article à ce sujet. Quel sujet? Tu sais. L'affaire des Karaïtes. Pourquoi? Il y a eu une affaire avec les Karaïtes. Non, pas du tout. Avec les Karaïtes nous étions en très bons termes. La Socnote voulait une liste de tous les Karaïtes du camp. Il semble, d'après ce que j'ai su, qu'on voulait leur interdire l'entrée en Israël. Nous avons manifesté contre une telle liste. Tu ne savais pas? Si. Seulement, je voulais savoir ce qui s'était passé au juste dans le camp. Donc, ce n'est pas une action avec des Italiens que tu as organisée? Absolument pas. J'avais de bonnes relations avec les communistes de Brindisi. Nous organisions des assemblées en commun. Mais les manifestations au camp étaient uniquement notre affaire. À part l'interview que j'avais accordée aux journalistes de l'Unità. C'est tout. Tu aurais fait la même chose, pas vrai? Oui, parfaitement, tu as raison. Merci pour ce reportage, c'était très intéressant. Je ferai mon rapport la semaine prochaine, et la rédaction décidera si l'article sera ou pas publié dans le journal. Je peux connaître ton nom, camarade? Après tout, nous étions des communistes, je pouvais me permettre de l'appeler camarade. Bien sûr, tu peux m'appeler Haïm. Shalom. Shalom Haïm. Il faut dire que j'étais fier. Mes jeunes amis me regardaient avec de grands yeux, jaloux de ma popularité. J'avais quand même donné une interview à un journaliste. Et de nouveau le soir couvrait la ville. Cette fois-ci l'éclairage était encore plus dense, de rares voitures circulaient déjà. Mes yeux s'émerveillaient de la vue de tout cet éclairage, de toutes ces lampes qui brillaient comme des étoiles et qui perçaient la couverture noire de cette fin de samedi. Je me sentais bercé par un rêve, et attendais avec impatience les jours à venir pour commencer ma nouvelle vie. Se bousculant et dans un grand tumulte, les gens descendaient les marches du bateau pour arriver au port où des policiers leur demandaient gentiment et poliment de faire la queue au fur et à mesure qu'ils descendaient. Une large tente avait été montée où, à tour de rôle, les émigrants étaient introduits un à un pour sortir quelques minutes plus tard de l'autre côté de la tente, portant des traces de poudre blanche sur la tête, les mains et les vêtements. C'était la règle. Tous les arrivants devaient être désinfectés au DDT. Le nouvel État ne désirait pas laisser entrer dans le pays des émigrants venant du Moyen-Orient, sans qu'ils soient désinfectés. Ils pourraient être porteurs de l'on ne sait quelle maladie. Je fais la queue à mon tour, et juste devant moi un homme et sa femme conversent avec grand enthousiasme. Ils étaient enfin arrivés dans le pays de leurs rêves, la Terre Sainte. Soudain, l'homme s'agenouille et donne des baisers avec entrain à cette Terre Sainte. On en rit. Yéya, ce n'est pas ici que tu devrais embrasser la terre. C'est lorsque tu seras à Jérusalem. Quelle idée! Ici, ce n'est pas encore tout à fait la Terre Sainte. Ce port, les Britanniques l'ont construit. Non, les Turcs. Yéya a toujours été idiot. Mais Yéya était fier de son geste. Pour lui, tout Israël était saint. La terre des Juifs, rien de plus saint. Je dois passer par la douane avec mes maigres effets. Ah, Haïm. Le voici, le Haïm. On te cherchait partout. Tu as mis du temps à venir.
Où étais-tu? Je ne savais pas qu'on me cherchait. C'était annoncé sur le haut-parleur. Tu n'es pas sourd par hasard? Vous rigolez ou bien c'est sérieux? Nous ne rigolons jamais. Pourquoi tu as mis tant de temps à venir? J'étais avec un journaliste qui voulait m'interviewer. Un journaliste? Les gars. Ce Haïm a donné une interview à un journaliste. De partout des rires jaillirent. Quel genre d'interview? À ce point, j'étais furieux et je feignis d'ignorer la question. Bon, montre ce que tu as apporté. Je pose la valise sur la table. Rien d'autre? Non, c'est tout. Mais des papiers? Tu n'as rien comme papier sur toi? Des papiers sur moi? Ah oui, quelques lettres de ma mère. Où sont-elles ces lettres? Sur moi dans ma poche. Pourquoi? Sors-les et mets-les sur la table. Rien d'autre? Non, rien. Vide tes poches. Comment? Vide-les, je te dis. Je tourne mes poches et $3 font leur apparition. Tu essaies de faire le malin? Tu vois que tu as des papiers, des dollars. Ce ne sont pas des papiers? Tu veux faire le commerce des devises dans ce pays? Zev emmène ce type à la cabine. Va avec lui. Dans la cabine, je suis entièrement déshabillé. Zev fouille toutes les poches et ensuite ma bouche et mon anus. Il me fait signe de m'habiller. Non, rien. Tu peux prendre ta valise. Les lettres, tu les laisses ici. Mais ce sont des lettres de ma mère. Et alors? Tu les recevras plus tard au Beit Olim, le camp des immigrants. Des lettres de ma mère? Vous voulez les inspecter? Vous n'avez pas honte? Allez, sors d'ici. Je prends ma valise et avec un regard furieux et un peu déconcerté, je sors de l'enceinte de la douane. J'avais fait mon entrée à Haïfa, en Israël. La vie en quarantaine. Dans un grand fracas de moteur, les camions commencèrent à démarrer. Je me disais que ces camions étaient sûrement des camions d'avant-guerre et avaient servi durant la guerre dans le désert de Libye. On nous avait installés à 30 et à 40 par camion, assis sur des banquettes des deux côtés du véhicule. Les camions étaient soigneusement couverts de grosses bâches épaisses et ainsi, nous ne pouvions ni voir le monde extérieur, ni être vus non plus. Nous n'avions aucune idée du lieu où on nous emmenait. Dans la semi-obscurité du camion, le silence était presque total. De temps en temps, quelqu'un demandait « Où nous emmène-t-il » Mais personne ne répondait, même si c'était à ce moment la question qui nous préoccupait le plus. Toute réponse aurait été insignifiante, puisque personne n'avait la moindre idée de ce qu'était ce pays. Toutefois, cette bâche nous protégeait de la pluie qui tombait en averse et que nous entendions sur le toit comme des rafales de pierre. Indécis, nous nous regardions, ne sachant où il comptait nous emmener et nous installer. Il nous emmène sûrement dans le désert du Negev, lança quelqu'un. Pourquoi le désert? Parce que nous venons d'Égypte, un pays chaud. Nous sommes donc habitués à la chaleur. C'est logique. C'est de la foutaise ce que tu dis. Dans le Negev il n'y a pas d'eau. Comment veux-tu qu'ils nous emmènent dans le désert? Ils étaient tous d'accord, pas de Negev pour nous. Sans eau on ne peut pas vivre, n'est-ce pas? La discussion prenait de l'ampleur. Indiscutablement, personne ne désirait s'installer dans le désert du Negev. Ils voulaient tous être dans une ville. Car en ville on peut trouver du travail, peut-être un petit commerce, faire des affaires. Mais surtout pas de kibbutz. Et on discutait et discutait sans cesse. Mais déjà, les camions ne roulaient plus en ligne droite et prenaient de nombreux virages pour finalement s'arrêter. Quelqu'un de l'extérieur ouvrit les bâches qui nous couvraient. Allez. Vite. Vite. Descendez des camions. Vite, vite. Nous nous trouvions non loin du bord de la mer, sur un petit monticule où des pavillons assez délabrés, blanchis à la chaux étaient alignés dans un ordre impeccable comme des petits soldats. Ce camp avait sûrement dû servir de camp militaire aux Britanniques. Je me trouvais à nouveau avec une cinquantaine d'immigrants dans un même pavillon. Seule consolation, ce pavillon avait une vue splendide sur la mer. D'un haut-parleur, on nous demanda de nous rendre sans délai au bureau du camp, et on nous informa qu'il était absolument interdit de quitter le camp.
Nous étions en quarantaine pour 10 jours. Nous faisons donc la queue pour pénétrer au bureau, les uns après les autres, selon un ordre très bien établi. Assis près d'une rangée de tables, des employés nous interrogent à tour de rôle. Ils veulent tout savoir, nom, situation familiale, et nous posent toutes sortes de questions sur notre vie privée. S'ensuivent des questions d'une autre nature. Un employé me demande: ton adresse, Haïm, se trouve dans quel quartier du Caire? Mon adresse ou bien le quartier? Plutôt le quartier. Le quartier de Sakakini. C'est où ça? Comment vous dire? Vous connaissez le Caire? Ne t'occupe pas de ça. Réponds à ma question, où est ce Sakakini? Il borde plusieurs quartiers, la Bassaya, le Daher. Bien. Y a-t-il des clubs dans ce quartier? Les clubs sportifs, vous voulez dire? N'importe. Sportifs, culturels, religieux, n'importe quoi. Les clubs? Ah, je vois. Il y avait un endroit où les frères musulmans se rencontraient, et ils utilisaient cet endroit comme un club. Je dirais plutôt comme un lieu de rencontre. Ah. Quel genre d'activité avait-il? Je ne sais pas au juste, mais je sais qu'il priait, étudiait le Coran et souvent scandait des slogans religieux. Fais-moi un croquis du quartier où se trouve ce club. Je lui en fais un, assez médiocre je l'avoue, ne sachant à quoi rimaient toutes ces questions. Dis-moi, Haïm, il n'y avait pas des fabriques même petites dans ce quartier? Non, rien, absolument rien si ce n'est un petit atelier de couture. Ah, tu vois, il y avait donc un atelier. Montre-moi cet atelier sur cette carte. À ma grande surprise, il sort d'un tiroir une carte assez détaillée du quartier ainsi que des autres quartiers qui bordaient Sakakini. Je lui indique la place de mon doigt, en me demandant pourquoi cet atelier pouvait être tellement intéressant pour lui. Les questions n'en finissaient pas. Parfois, il voulait connaître mes rapports avec les voisins, si parmi eux il y avait par hasard des officiers de l'armée ou bien des fonctionnaires. Ou bien encore si je possédais des photos du lieu de mon travail, de l'usine ou de la région industrielle de Choubra el-Keïma. Regarde un peu, peut-être que parmi tes effets tu en as une. Une photo de Choubra el-Keïma serait très intéressante. Je regrette, je n'ai aucune photo, absolument aucune, rien. J'ai été interné et puis expulsé. Non, je n'ai rien. Tant pis, c'est dommage. Il en avait terminé avec moi. Je sus par mes amis qu'on leur avait posé des questions similaires. Ce n'est que plus tard, plusieurs décennies plus tard, que j'ai lu que c'était le même système d'information que le célèbre espion allemand Gehlen avait employé. Après la guerre, de retour en Allemagne, des prisonniers de guerre avaient été interrogés un à un, puis ensuite, après analyse des réponses, on obtenait souvent de précieuses informations, comme par exemple le site des travaux de recherche de l'uranium en Union soviétique. Qu'est-ce que tu dis de tout ça? Me demande un de mes amis à la sortie. Ils sont très efficaces sans aucun doute. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi toutes ces questions, et toujours les mêmes. Je n'en sais rien. C'est certain qu'ils veulent le plus de renseignements possible. Nous venons d'Égypte et c'est l'Égypte qui les intéresse le plus. Ils sont très efficaces. Nous venons à peine d'arriver et déjà ils nous interrogent. Oui, c'est vrai. Ils sont très bien organisés. Ils savent ce qu'ils veulent. Alors, tu viens avec nous? Où ça? Pour les examens médicaux. Les examens médicaux? Oui, c'est pour l'armée pour être enrôlé. Dans une autre salle, un vieux médecin nous demande de nous déshabiller. Il nous ausculte attentivement et nous informe. De toute façon, vous ne pouvez pas vous enrôler. Pour le moment, l'armée n'enrôle personne. Mais si vous voulez, vous pouvez joindre les gardes-frontières. C'est un service d'1 an et vous êtes exempté de service militaire. Mes amis acceptent immédiatement la proposition. Le médecin ajoute. Vous recevrez vêtements et nourriture, et quelques livres d'argent de poche. Les cigarettes aussi, bien entendu. Puis ça sera une bonne occasion pour vous d'apprendre la langue. Mes amis sont enchantés. Et toi, Haïm, tu fais la même chose? Je crois que oui. Ça serait formidable si nous étions ensemble. Encore un moment? Je n'ai pas encore terminé avec votre ami, dit le médecin. Je me déshabille à mon tour.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.